Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce webinaire, une heure, une question consacrée aujourd'hui à un des signes d'alerte précoce sur un possible trouble du développement d'un jeune enfant. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, que faut-il explorer si un enfant ne tient pas sa tête à 6 mois? C'est l'objet de ces webinaires, une question bien précise et un expert pour y répondre. Et notre expert aujourd'hui, c'est Stéphane Marais. Bonjour, professeur Marais, vous êtes avec nous. On dirait qu'à Rouen, Bonjour vous à tous. êtes les lunettes, chef du service de pédiatrie néonatale et réanimation de neuropédiatrie au CHU de Rouen. Je donne quelques éléments de règles du jeu avant de vous laisser la parole à Stéphane Marais. La règle du jeu est que vous pouvez intervenir et non pas dans le chat, mais dans le petit onglet qui est en bas ici, qui s'appelle Q et R comme questions et réponses. Donc, vous pouvez poser dès maintenant et pendant l'heure qui vient vos questions sur cet espace Q et R, puisque bien sûr, ce webinaire, cette heure d'échange, elle est prévue pour une présentation d'abord et bien sûr que nous puissions prendre vos questions, vos échanges. Et c'est là que ça se passe, ici dans ce petit onglet Q et R. Je ne sais pas où est-ce qu'il est exactement, mais il est en bas de l'écran, vous ne pouvez pas le rater. Stéphane Marais, je vous laisse le micro et merci encore infiniment d'avoir accepté cette invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci à l'ANECAMS de me donner l'opportunité de parler de ce sujet. Donc, sur la question qui est posée, comme Vincent Lockman l'a répété, donc, que faut-il explorer si un enfant ne se tient pas sa tête à 6 mois? Donc, je n'ai pas évidemment de conflit d'intérêt. Je voulais donc en principe commencer, si ça passe, par présenter justement l'importance de ce signe d'alerte à travers les petits films qui ont été réalisés lors de la première campagne Agirto donc par l'ANECAS avec le soutien du ministère du Handicap pour introduire un petit peu l'importance de ce signe. Donc, donc voilà, ce signe d'alerte avait été choisi parmi les premiers signes pour faire l'objet d'un petit film pour cette première campagne Agirto. Et effectivement, c'est un point qui est important puisque chez le nourrisson, la tenue de tête est évidemment attendue à 4 mois. Et l'absence ou une tenue de tête insuffisante à 6 mois est la traduction, jusqu'à preuve du contraire, de l'existence d'une hypotonie chez ce nourrisson. Donc, ce signe d'alerte, j'imagine que vous connaissez déjà le livret qui a été mis en place par le ministère avec l'appui d'un certain nombre d'experts pour détecter les signes d'un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans. Et donc, dans ce livret, il y a évidemment des signes d'alerte que l'on peut repérer à différents âges du développement de l'enfant. Et donc, à 6 mois, dans les signes d'alerte pour analyser la motricité globale, il y a évidemment le fait que l'enfant ne tient pas sa tête à 6 mois est un signe d'alerte évidemment très important. Alors, avant de parler un petit peu de, ces, de ce qu'il faut faire par rapport à ce signe d'alerte, je voudrais simplement rappeler quelques points importants pour vraiment insister sur l'importance de l'examen du nourrisson et de le repérage d'un certain nombre de signes d'alerte. D'abord, le repérage précoce, c'est la politique, c'est ce qui est soutenu par les politiques publiques à l'heure actuelle, le repérage précoce d'un écart dans la trajectoire neurodéveloppementale, car on sait que 200 millions de jeunes enfants avant 5 ans n'atteignent pas leur potentiel de développement, ce qui veut dire que il y aura 12 à 15 des enfants qui auront un trouble du neurodéveloppement plus ou moins sévère, avec en période néonatale deux populations
de nouveau-nés vulnérables qui sont à très haut risque de troubles du neurodéveloppement. D'une part, les enfants qui naissent prématurément avant le terme de 37 semaines et d'autre part, des enfants qui naissent dans un contexte d'antécédents dans la fratrie d'autres troubles du neurodéveloppement ou de troubles du spectre autistique. Actuellement, aux États-Unis, on estime qu'un enfant sur 36 aura, dans les premiers mois de sa vie ou dans les premières années de sa vie, un trouble du spectre autistique. Et donc, ça, ce sont des données qui sont extrêmement récentes, qui datent de 2023. Et en France, donc, on sait qu'on a à peu près 55 000 enfants qui naissent prématurément. Donc, autant d'enfants à risque également d'avoir des difficultés dans leur développement. Alors, un point qui me semble important pour analyser ce signe d'alerte et pour en comprendre l'importance, il est de rappeler très brièvement quelles sont les bases du développement des compétences de l'enfant et donc avec un premier point très important qui est le fait que l'enfant à la naissance perçoit un certain nombre de signaux d'origine sensorielle et que cette perception multisensorielle, elle est déjà présente in utero et à la naissance a fortiori. Et on considère que le nouveau-né a la capacité d'intégrer un certain nombre d'informations multisensorielles dès la naissance qui vont remonter donc de la périphérie vers le cerveau pour permettre la maturation des connexions cérébrales et le développement des compétences de l'enfant. Et ceci se fait en association étroite avec le développement du tonus et de la posture et le développement de la sensibilité profonde. Et donc, cette association perception multisensorielle, intégration multisensorielle et développement du tonus et de la posture dès la période intra-utérine, mais aussi évidemment dans les premiers mois de la vie, font le lit du développement du connectome et le développement des fonctions cérébrales. Ce qui fait que, en fait, le nouveau-né et le nourrisson ont très rapidement, par leur expérience sensorielle et leur expérience tonique qui vont maturer, une représentation sensorielle et perceptivo-motrice de l'environnement et une représentation primitive, cognitive primitive de leur environnement. Et donc, c'est là-dessus que l'enfant va pouvoir monter ses compétences, hein, donc, et développer la motricité, les fonctions sensorielles, la vision, la neurovision, les fonctions vestibulaires, le langage, et puis ultérieurement les fonctions cognitives, exécutives et les comportements. Et donc l'enfant, il commence, vous voyez, vu l'importance de la sensorialité et du tonus et de la posture, il commence par développer essentiellement des compétences sensorimotrices depuis sa naissance, et puis là-dessus, sur ces compétences relativement simples, vont monter des compétences beaucoup plus complexes, en particulier donc les compétences de langage, les compétences cognitives et comportementales. Et c'est pour ça qu'on parle de cognition incarnée, et donc les processus cognitifs sont enracinés dans les interactions du corps avec son environnement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important à rappeler par rapport au sujet que l'on traite aujourd'hui, qui est donc celui de l'hypotonie. Donc on voit bien que le développement du tonus et de la posture sont parmi les premiers éléments à se développer chez et à maturer chez un enfant. Donc le développement du tonus et de la posture, de quoi on parle quand on parle de développement du tonus et de la posture? Ben, le tonus, c'est un état de légère tension des muscles qui est secondaire à une stimulation permanente, continue de ces muscles, une stimulation réflexe par l'intermédiaire des nerfs moteurs. Et donc, ces contractions toniques, elles sont permanentes, elles sont involontaires et elles ne génèrent pas de mouvement. Et on distingue au sein du tonus un tonus de repos, qui est le tonus donc, de tension des muscles du nourrisson au repos, un tonus actif, c'est le tonus en réaction à une lutte contre la gravité et à la nécessité d'adapter ses postures, et puis le tonus passif, qui est une réaction à la mobilisation passive d'un membre autour d'une articulation. Et donc ce tonus, évidemment, est la toile de fond nécessaire, hein, son bon fonctionnement est la toile de fond nécessaire pour avoir
de bonnes postures et de bonnes activités motrices et un développement des fonctions motrices. Et donc, la posture, qu'est-ce que c'est qu'une posture? C'est le maintien du corps dans une position donnée, secondaire à une activité musculaire permanente. Et donc les postures s'opposent au jeu des articulations et elles positionnent les différentes parties du corps les unes par rapport aux autres et par rapport à la gravité et à la pesanteur. Et donc les postures sont évidemment nécessaires à la préparation et au soutien du développement et de l'efficacité des mouvements. Et donc, sur un plan anatomique, qu'est-ce qui participe donc à ce tonus, au développement de ce tonus et donc de ces postures? Évidemment, d'une part, le système nerveux central et d'autre part, le système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux central, donc ça, j'imagine que vous savez bien ce que ça comporte, hein, évidemment, le cerveau, le cervelet, et donc le tronc cérébral et la moelle, la moelle. Et puis, au niveau du système périphérique, on a l'habitude d'y inclure un petit peu par extension, donc la partie, le motoneurone antérieur de la moelle, et puis donc la boucle du réflexe myotatique qui fait correspondre, donc communiquer donc les motoneurones de la moelle avec le muscle par l'intermédiaire de nerfs sensitifs qui partent du muscle pour aller vers la corde antérieure de la moelle et donc de nerfs moteurs qui vont permettre la contraction musculaire par l'intermédiaire du motoneurone alpha vers la fibre du faisceau neuromusculaire. Et donc, tout ça fait que on va pouvoir maturer et développer le tonus. Et donc, juste encore un mot sur cette boucle du réflexe myotatique, hein. Donc là, vous savez que quand on percute les réflexes, donc les réflexes ostéotendineux et le réflexe rotulien, on va obtenir une contraction brève du muscle qui va déclencher donc du muscle extenseur du pied, qui va déclencher par son propre étirement un stimulus qui va remonter dans le neurone sensitif vers la moelle pour aller retourner vers le muscle extenseur du bout pour assurer sa contraction par le biais du neurone moteur. Et donc, cette boucle myotatique, elle est très importante dans le fonctionnement du tonus et puis évidemment des postures. Et donc, lorsqu'il y a une hypotonie, évidemment, vous pouvez avoir une atteinte de cette boucle myotatique. De même, donc, cette boucle myotatique, elle est sous la dépendance du système nerveux central et on sait maintenant, depuis déjà de très nombreuses années, qu'il y a donc une maturation et un fonctionnement progressif au cours des premiers mois de la vie du système sensorimoteur supraspinal qui va donc reposer sur la maturation et la spécificité fonctionnelle de deux systèmes un petit peu différents. Un système sous-corticospinal mésencéphalique, hein, qui va donc un contrôle sous-cortical de la boucle myotatique par l'intermédiaire de ces voies sous-corticospinales, qui joue un rôle essentiel dans le maintien des postures et qui bien sûr permet au nouveau-né d'avoir une fonction antigravitaire prononcée avec une maturation qui se fait de façon ascendante depuis les extrémités, donc depuis la zone caudale vers l'extrémité céphalique. Et ce circuit, il est mature beaucoup plus tôt que le contrôle supérieur cortical qui, lui, va prendre le dessus petit à petit du fait de sa maturation à partir du terme essentiellement lors de la naissance à terme de l'enfant sur le contrôle sous-cortical. Et donc ce processus de contrôle cortical qui va maturer dans un sens céphalo-caudal depuis la tête vers
vers l'extrémité, vers les jambes de l'enfant, eh bien, il va jouer un rôle essentiel dans le contrôle du tonus postural et dans la modération des réactions antigravitaires qui sont présentes chez le nouveau-né à la naissance. Et donc, c'est ce contrôle cortical, supracortical, par rapport au contrôle sous-cortical des voies sous-corticospinales, permet le contrôle du tonus postural et le développement de la manipulation et de la motricité fine. Et donc, encore une fois, j'insiste bien sur le fait que ce contrôle démarre, ce contrôle cortical va commencer par la tête, d'où l'importance de la mise en place d'un tonus au niveau céphalique rapide à partir de 4 mois. Et donc, c'est ce qui va apparaître le premier chez l'enfant, c'est donc le tonus de la tête à travers cette maturation et cette encéphalisation du système cortical, cette maturation du système cortical qui va contrôler donc la maturation du et l'activité du système sous-cortical. Et donc, c'est pour ça que c'est le premier signe de déficit dans la maturation du tonus qu'on va observer chez le nourrisson, qui est donc cette maturation du tonus de la tête et des extenseurs et des fléchisseurs du cou. L'évolution du tonus segmentaire périphérique au cours des 2 premières années de l'enfant, elle est variable, effectivement, et elle est liée justement à la modulation et à la divergence dans le temporel, dans la temporalité de la maturation du système sous-cortical versus le système cortical. Et du coup, chez le nouveau-né à terme, quand vous examinez un enfant à terme, il a une hypertonie physiologique de ses 4 membres avec des cuisses qui sont fléchies sur le bassin et des membres inférieurs qui sont fléchis sur les cuisses. Et ceci est donc une hypertonie qui n'est pas pathologique, c'est physiologique. Et puis progressivement, l'enfant va, dans les premiers mois de la vie, acquérir une hypotonie physiologique avec une augmentation de l'extensibilité au niveau de ses membres, de ses 4 membres et de ses membres supérieurs et de ses membres inférieurs, du fait de la de la maturation céphalocodale du système cortical par rapport qui va prendre le dessus sur le système sous-cortical. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une variation du tonus segmentaire au cours des premiers mois de la vie du nourrisson, et ça, c'est important de le savoir. Hein. Donc, il s'agit évidemment du tonus périphérique. Et donc, ce tonus périphérique, il s'analyse par l'analyse de l'angle poplité, c'est-à-dire l'angle que fait la cuisse sur la jambe lorsque on essaye de l'allonger. Bon. On en revient donc à l'examen plus particulièrement de la façon dont on va mettre en évidence une hypotonie chez le nourrisson et chez le nouveau-né, qui est l'analyse du tonus de repos, c'est la posture du nouveau-né et du nourrisson au repos. Le tonus actif va s'explorer par la manœuvre du tiré assis. Hein. On va aller donc placer le nouveau-né en décubitus dorsal en position assise maintenue, en maintenant c'est par l'intérieur de ses mains, vous voyez, on va le placer en position assise et on va observer la façon dont il y a une réaction tonique des extenseurs du cou par rapport aux fléchisseurs du cou. Et cette manœuvre est la meilleure manœuvre pour observer et objectiver une hypotonie de la tête chez un nourrisson de 4 mois. Il y a une deuxième manœuvre qui est utile, c'est une manœuvre de suspension. Quand vous prenez le nourrisson en position de cette façon-là, vous le placez dans vos mains et que vous le mettez en suspension ventrale, eh bien, normalement, vous devez observer une réaction tonique au niveau des extenseurs du cou qui fait qu'il a la tête qui est dans l'axe du tronc et qu'il a donc un tonus suffisant pour redresser sa tête. Bon, le tonus passif, je passe parce que ce n'est pas trop le sujet du jour. On en reparlera un petit peu quand même peut-être à travers les hypotonies d'origine liées à des maladies neuromusculaires. Mais
c'est donc la manœuvre essentielle pour examiner le tonus du nourrisson, c'est la manœuvre du tiré assis qui vous permet, qui est la meilleure façon d'objectiver un tonus. Donc, quand on fait une synthèse sur le développement des fonctions motrices et des acquisitions motrices de l'enfant, compte tenu de ce que je vous ai dit sur la maturation de ces systèmes extra-pyramidaux et des voies pyramidales d'encéphalisation des fonctions et de développement des fonctions motrices, vous avez compris que on commence par contrôler le tonus de la tête et avoir donc un contrôle de la tête qui est la première étape dans le développement du contrôle postural. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui est présent dès l'âge de 4 mois. La station assise, elle nécessite le contrôle non seulement de la tête au niveau des postures, mais également du tronc. Et donc, ceci va être obtenu seulement à partir de 7, 8, 9 mois. Et puis, la station debout, ça nécessite le contrôle de l'ensemble du corps, et donc c'est à partir de 10 mois. Et donc, vous voyez que donc, quand on comprend bien un petit peu comment mature et se développe le système moteur, le système, aussi bien au niveau du système nerveux central que du système nerveux périphérique, on comprend bien pourquoi l'hypotonie de la tête est l'un des premiers signes à apparaître pour objectiver une hypotonie. Un petit point important à considérer, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement holistique du cerveau de l'être humain, c'est l'importance, et de ce qu'on disait sur les bases du développement des fonctions cérébrales, l'action des systèmes sensoriels. Donc, on sait très bien que le contrôle postural dépend également de l'activité normale ou pas des systèmes sensoriels, et en particulier des fonctions visuelles, des fonctions vestibulaires et somatosensorielles. Et on sait également que la congruence de ces informations récupérées au niveau du cerveau, on regroupe donc sous le terme de interaction sensorielle, joue un rôle essentiel dans la perception de l'organisation du corps et donc dans la mise en place, évidemment, du tonus et des postures de l'enfant. Et donc, cette intégration, ces intégrations essentielles au cours du développement sont essentielles, comme on le sait bien maintenant. Et finalement, la maturation des postures de l'enfant, elle sera comparable à celle d'un adulte à partir de l'âge de 7 ans, parce qu'il y aura une cohérence entre les flux sensoriels et les fonctions, le développement des systèmes moteurs dans le développement tonico-postural. Et on voit bien à quel point l'action des systèmes sensoriels est importante parce qu'ils interviennent dans la maturation des postures de l'enfant jusqu'à 7 ans. Donc voilà, alors à 6 mois, donc, on a affaire à un enfant donc, qui se présente avec une hypotonie, puisque c'est le sujet du jour. Et donc, à 6 mois, sur ce petit schéma, vous voyez quel doit être normalement le tonus de la tête, puisque ce tonus de la tête lui permet donc, en duicuitus ventral, de redresser sa tête et même parfois ses avant-bras. Quand il est en position dorsale, l'enfant doit évidemment avoir la tête parfaitement dans l'axe. Et vous voyez que cette capacité, ce développement du tonus de la tête lui permet même parfois de rouler sur le côté, avec donc lui permettant de mieux explorer son environnement et même donc de bien développer l'appréhension volontaire. Et donc vous voyez que tout ça est intimement lié. Et donc quand on analyse les postures d'un enfant, évidemment, on va voir quelles sont les conséquences du bon fonctionnement du développement du tonus et des postures sur les acquisitions motrices de l'enfant. Donc ça, donc vous avez ici donc un beau bébé de 6 mois qui a donc ce qu'on appelle, donc il fait le planeur. Ça c'est par définition un enfant qui va extrêmement bien puisque il a un bon tonus axial, il est capable de dégager sa tête
et en décubitus ventral, il dégage non seulement la tête, mais aussi les épaules, voire les mains du plan de la table d'examen. Et donc ça, c'est un excellent signe pour observer également que cet enfant a un bon tonus de l'axe. Donc, quand vous avez utilisé la grille du livret pour essayer d'analyser la trajectoire développementale et que donc vous avez à 6 mois objectivé qu'il y avait donc un signe d'alerte du fait que l'enfant ne tient pas sa tête sans osciller, eh bien évidemment, il faut à ce moment-là faire un examen complet. Et donc vous voyez que sur cette planche, on analyse non seulement quelques items euh, concernant la motricité globale et le contrôle postural et le mouvement, l'initiation des mouvements, mais également on va analyser donc la motricité fine, donc la façon dont l'enfant perçoit, commence, coordonne et commence à avoir des premières actions cognitives. On va analyser le langage et puis la socialisation. Et donc l'analyse de ces différentes modalités est très importante. Donc, absence ou tenue de tête insuffisante à 6 mois égale hypotonie, quand vous avez observé cela grâce et objectivé ça grâce à la grille du livret, eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un signe d'alerte qui est une indication à expertiser cet enfant de façon plus importante, alors évidemment par vous, mais aussi si vous n'êtes pas particulièrement formé aux troubles du neurodéveloppement, par un médecin formé aux troubles du neurodéveloppement. Et dans le cas de ce signe d'alerte précoce, euh, à 6 mois, c'est une indication à une consultation neuropédiatrique, car avec ce signe d'alerte, vous avez un haut risque de maladie neurologique sous-jacente, éventuellement traitable. Et donc, c'est pas toujours évident, hein, donc face à un trouble du neurodéveloppement, d'être dans une situation où on peut identifier une maladie sous-jacente, causale, à l'origine du trouble neurodéveloppemental. Dans la situation spécifique de ce signe précoce à 6 mois de l'absence de tenue de tête et donc du diagnostic fonctionnel d'une hypotonie précoce, là, il faut vraiment savoir s'adresser à un neuropédiatre rapidement, hein. C'est l'hypotonie du nourrisson, c'est un signe d'alerte extrêmement fréquent. C'est une anomalie du système moteur qui est l'anomalie la plus courante de la traduction d'un dysfonctionnement du système moteur chez le nourrisson. Elle traduit donc une diminution du tonus au repos, une diminution de la résistance au mouvement passif, et elle est le témoin d'un dysfonctionnement du système nerveux central et ou du système nerveux périphérique. Pourquoi est-ce que l'on dit ça? Parce que, en fonction de ce que j'ai essayé de vous expliquer sur l'importance de la maturation et du système nerveux central et du système nerveux périphérique et du réflexe myotatique dans la maturation du tonus et des postures, évidemment, on peut avoir une hypotonie qui peut être en rapport avec une atteinte du système nerveux central, c'est ce qu'on appellera par abus de langage une hypotonie centrale, et donc ou une atteinte du système nerveux périphérique, c'est ce qu'on appellera une hypotonie périphérique. Et donc, cette hypotonie, c'est différent de la faiblesse musculaire, hein, parce que la faiblesse musculaire, c'est là une réduction de la puissance maximale qui peut être générée par le muscle contre une résistance ou la gravité, hein. Donc, la faiblesse musculaire, c'est la traduction directe d'une atteinte du muscle, hein, et donc à la différence du tonus. Donc là, vous avez ici une diapositive qui me permet d'insister un petit peu sur la place essentielle de l'examen clinique pédiatrique, non seulement dans le diagnostic fonctionnel du trouble du neurodéveloppement, en l'occurrence ici c'était donc la mise en évidence d'une hypotonie, mais également dans le diagnostic étiologique, c'est-à-dire dans la recherche d'une maladie causale sous-jacente pouvant expliquer le trouble du neurodéveloppement sur le plan fonctionnel. Et donc, comme je vous l'ai
préciser. Donc, il ne suffit pas de dire il y a une hypotonie, il faut donc examiner toutes les autres compétences de l'enfant et rechercher un trouble associé en motricité fine, dans l'émergence du développement du langage ou des fonctions de socialisation. En pratique, quand vous avez un trouble du neurodéveloppement sévère, s'il se révèle par une hypotonie à 6 mois au niveau de la tête, c'est vraiment, à mon sens, un trouble du neurodéveloppement sévère. Il y a la plupart du temps, et très souvent, d'autres signes d'alerte dans d'autres modalités du développement. Et c'est pour ça qu'il faut donc examiner toutes les modalités, hein, compte tenu de ce que l'on a dit sur l'interférence dans les réseaux du connectome et des circuits neuronaux. En permanence, il y a des interférences et des intermodalités dans le fonctionnement et le développement de toutes les compétences de l'enfant. Eh bien, il faut examiner les autres compétences et c'est pour ça qu'il faut faire un examen complet de toutes les modalités chez ces nourrissons. En plus, évidemment, il faudra faire un examen physique complet qui comporte un examen somatique avec l'analyse des mensurations, l'appréciation de l'équipement neurologique, hein, en particulier donc le muscle, l'existence d'un trouble morphologique qui pourrait nous orienter vers une maladie génétique, l'existence de malformations, la recherche de malformations, puisque tout signe clinique anormal peut révéler une malformation et une maladie chronique. Il faut regarder le comportement alimentaire de ces enfants, apprécier leur rythme de vie, et donc c'est tout ce qu'on va regrouper sous le vocable des fonctions instinctives du nourrisson, qui donc peuvent être également perturbées en association avec cette hypotonie. Et évidemment, on a déjà insisté sur l'importance des fonctions sensorielles. Donc, voilà ce que c'est qu'un examen clinique complet. Et je me permets d'insister en tant que donc médecin responsable d'une plateforme en France sur les difficultés auxquelles les médecins et les équipes qui reçoivent des dossiers d'enfants avec des troubles fonctionnels, sur un livret qui a été transmis donc à la plateforme, c'est sur l'importance et la difficulté que nous on a à juger de ce que peut avoir l'enfant et vers où l'orienter, vers quelle ligne de diagnostic orienter ces enfants, vers quel médecin orienter cet enfant et vers quelle équipe pour pouvoir poser un diagnostic précis de son trouble du neurodéveloppement, voire éventuellement envisager une maladie sous-jacente sur le plan neurologique ou génétique. Et donc, c'est difficile pour le médecin qui reçoit le dossier sur la plateforme car il ne voit pas l'enfant, il n'examine pas l'enfant. Et donc, c'est vrai que en fonction de l'adresseur, en fonction du médecin adresseur qui va donc remplir plus ou moins correctement ce livret d'adressage, on va être plus ou moins en difficulté parce que il y a des médecins où on sait qu'ils vont avoir fait un examen clinique complet du nourrisson. En l'occurrence, il s'agit d'un nourrisson puisqu'il a 6 mois. Et donc, on sera en confiance pour essayer d'orienter cet enfant vers la meilleure structure de diagnostic et de prise en charge éventuellement. Et d'autres ou médecins qu'on ne connaît pas et où on ne sait pas bien s'ils ont fait un examen clinique complet. Et donc, c'est vrai que c'est, entre guillemets, un stress pour le médecin et l'équipe qui reçoit un dossier sur une plateforme, car il peut y avoir des urgences diagnostiques et des urgences thérapeutiques. On va en voir un exemple tout à l'heure, en particulier dans ce contexte de l'absence de tenue de tête à 6 mois. Donc, comme on le disait, cette hypotonie, devant une absence de tenue de tête à 6 mois, il faut penser que l'hypotonie peut être d'origine centrale. Pourquoi est-ce qu'elle sera plutôt d'origine centrale? Parce qu'elle est surtout axiale, touchant essentiellement le tronc, et que le tonus périphérique des membres est plutôt préservé.
que la force musculaire analysée par le ballon des muscles, le ballon de la main par exemple, est préservée et qu'on sent une petite résistance dans le ballon de la main et qu'il y a un retard également associé dans l'émergence des autres compétences, avec parfois, en plus de cette hypotonie axiale et du retard dans les autres compétences, la persistance de réflexes archaïques. Les réflexes archaïques doivent avoir tous disparu à 3 mois. Et donc, la persistance d'un réflexe archaïque tel que la marche automatique à 6 mois est quelque chose d'extrêmement pathologique qui traduit l'absence de maturation du système cortical d'encéphalisation sur le système sous-cortical archaïque. Et donc, du coup, vous avez persistance de réflexes archaïques. Donc là, c'est un signe de gravité très important observé en association avec votre hypotonie, qui, à l'évidence, là, pour le coup, est d'origine centrale. Il peut y avoir donc évidemment des troubles sensoriels. Dans ce cas-là, les réflexes ostéotendineux, c'est-à-dire le réflexe myotatique rotulien en particulier, est particulièrement vif. Il peut y avoir associé dans ces hypotonies d'origine centrale déjà une maladie épileptique. Et puis, il faut donc, dans les mensurations, rechercher s'il y a une microcéphalie ou une macrocéphalie et des aspects morphologiques atypiques. Donc, devant le regroupement de ces signes, vous penserez que cette hypotonie est plutôt d'origine centrale. Et donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment une urgence à adresser à un pédiatre un peu spécialisé dans le développement et voire à un neuropédiatre, voire à un médecin de MPR pédiatrique. Alors, je ne vais pas évidemment vous détailler toutes les maladies possibles, mais il y a un point sur lequel j'aimerais bien insister, qui est que devant une absence de tenue de tête à 4 mois et une hypotonie d'origine centrale, il faut penser à la possibilité d'une paralysie cérébrale sévère. Vous savez qu'en France, on n'est pas forcément très bon sur le repérage précoce et le dépistage précoce de la paralysie cérébrale. Peut-être parce qu'on ne connaît pas assez bien l'examen clinique du nourrisson. Toujours est-il que c'est parmi les handicaps de l'enfant, c'est évidemment le handicap potentiellement le plus sévère. Et donc là, la paralysie cérébrale, il s'agit d'un syndrome clinique. Là, on n'est pas dans le contexte d'une maladie neurologique vraiment bien identifiée pour l'instant, mais il s'agit d'un syndrome clinique d'un enfant qui va, devant avoir une hypotonie axiale, qui va être associé à un ensemble de signes qui sont secondaires à un trouble du développement de la posture et du mouvement et qui vont limiter le développement de ces acquisitions motrices, avec en particulier, ils vont être très rapidement responsables de troubles du musculo-squelette avec une hypertonie donc périphérique qui se traduit ici chez cet enfant en position assise par donc une difficulté à tenir sa tête dans l'axe, un tonus de l'axe du tronc en position assise qui est vraiment arrondi et donc insuffisant, et à contrario, une hypertonie au niveau de ses cuisses en rapport avec une hypertonie des muscles abducteurs, adducteurs des ischio-jambiers, pardon, excusez-moi, adducteurs, par une contraction des ischio-jambiers, vous allez avoir donc cet aspect donc hypertonique du membre inférieur avec donc un angle poplité qui est limité et donc également une hypertonie des muscles, des tendons achilléens qui fait que l'enfant est en varus équin en position, ses pieds sont en position de varus équin. Et donc, ce syndrome, cette paralysie cérébrale sévère, elle doit être repérée le plus tôt possible et au mieux entre 6 mois et 9 mois, puisqu'on a bien montré que la mise en place d'interventions précoces, en particulier en kinésithérapie neuromotrice, permettait donc d'améliorer considérablement le pronostic neurodéveloppemental du système moteur de ces enfants et en tout cas de prévenir
aussi un petit peu d'éviter les surhandicaps liés aux difficultés dans l'émergence des fonctions, notamment de certaines fonctions cognitives ou comportementales, comme le langage en particulier, ou les comportements, des interactions sociales. Et donc, c'est ce syndrome clinique, donc vous voyez que ça commence par une hypotonie d'origine centrale qui va limiter le développement des postures et va être accompagné d'autres troubles du neurodéveloppement dans tous les autres domaines le plus souvent. Et dans 99% des cas, un enfant qui a une paralysie cérébrale, il aura d'autres difficultés dans l'émergence de ses compétences sensorielles, cognitives, comportementales, voire des troubles de l'oralité et donc des troubles nutritionnels et une épilepsie. On a donc les pédiatres et les médecins de MPR et les kinésithérapeutes ont des échelles, en particulier l'échelle de Hein, qui leur permet donc de bien décortiquer, si je puis dire, l'examen clinique neuromoteur en particulier de ces enfants et qui nous permet, avec ce score, d'avoir dès l'âge de 6 mois des signes d'alerte majeure pour le diagnostic de paralysie cérébrale chez ces enfants-là. Donc ça, c'est vrai que donc on a pu observer, en tout cas chez moi dans mon expérience, qui fait de suivi de nourrissons à risque depuis déjà un certain temps, que notamment chez les enfants qui sont nés prématurés, il est maintenant de plus en plus, entre guillemets, rare et exceptionnel, en tout cas dans ma région, de voir des enfants qui arrivent avec cette attitude-là à 2, 3 ans, avec donc une hypertonie telle des ischio-jambiers et donc des achilléens que l'enfant est incapable de décroiser ses membres inférieurs lorsqu'il est maintenu en position debout sous les aisselles, car évidemment, il est impossible à cet enfant de développer une marche avec une telle attitude vicieuse de ses membres inférieurs. Donc, ça, c'est pour la paralysie cérébrale que je prends comme exemple d'hypotonie d'origine centrale. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres causes de troubles du développement du tonus et de maladies neurologiques, en particulier des maladies génétiques à l'origine d'un trouble du tonus avec hypotonie de la tête à 6 mois. Donc, on ne peut pas évidemment tout détailler. L'important, c'est d'adresser l'enfant, évidemment, à une consultation spécialisée pour faire, d'une part, le bilan des possibilités et des capacités fonctionnelles de cet enfant en termes de compétences, et d'autre part, d'essayer de trouver s'il y a une maladie neurologique sous-jacente. Alors, comme je vous disais, il faut savoir réagir parce que, par exemple, ici, devant une absence de tenue de tête à 6 mois, il faut penser à la possibilité que ce nourrisson a possiblement une maladie stabilisable par un traitement. Et donc là, c'est l'exemple d'une maladie rare, mais qui est quand même parmi les maladies génétiques les plus fréquentes de l'enfant, qui est l'exemple de l'amyotrophie spinale infantile proximale de type 1. Cette maladie est liée à débute avant 6 mois, puisqu'il s'agit d'un type 1, et elle est en rapport avec une atrophie de la corne antérieure de la moelle, donc des motoneurones alpha, va se traduire par l'apparition plus ou moins rapide, en tout cas dans les premières semaines, d'une faiblesse musculaire proximale par dégénérescence et perte des motoneurones alpha. Et donc, on va observer chez ces enfants, chez ces nourrissons, une hypotonie globale pseudo-paralytique. Il n'y aura pas de tenue de tête ou de soulèvement de la tête. Donc, comme on l'a dit, c'était normalement attendu à 4 mois. Mais non seulement il y aura donc une absence de soulèvement de la tête, mais il y aura une hypomotilité, une impossibilité à ce nourrisson de se retourner et une grande difficulté ou pas du tout d'acquisition de la station assise. Avec comme signe associé
donc une hypotonie. Alors, excusez-moi, parce que donc une hypotonie ici observée, donc vous voyez avec donc cet enfant qui a les membres les membres supérieurs, les bras dans le prolongement des avant-bras et qui est dans l'incapacité de soulever ses mains pour pouvoir les mettre sur le ventre et les membres inférieurs allongés dans l'axe du corps. Et donc ça traduit une hypotonie globale. Elle est donc pseudo-paralytique puisqu'il n'y a pas, il y a une grande diminution des mouvements possibles de ce nourrisson à 6 mois. Et vous voyez que parallèlement à cela, cette enfance, et curieusement, il a un bon éveil, hein, c'est-à-dire qu'il a un contact, il est hyper vigilant, il a un excellent contact, il est souriant. Et donc, ce contraste entre cet éveil et cette hypotonie pseudo-paralytique est quelque chose d'important à connaître. Et donc, il y a des signes euh, associés, donc une abolition des réflexes ostéotendineux, contrairement à l'hypotonie d'origine centrale, et il peut y avoir des difficultés respiratoires et des troubles de la succion déglutition. Donc, c'est une urgence thérapeutique parce qu'il y a maintenant possibilité d'un traitement qui permet de stabiliser ces enfants et d'éviter la mort. Mais donc, dans quelques temps, on va avoir le dépistage néonatal systématique de cette maladie, d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et donc, on n'aura plus de diagnostic retardé à faire chez ces enfants. Donc voilà. Donc simplement ce signe d'alerte à 6 mois est la traduction d'un trouble neurodéveloppemental sévère, hein, donc ça peut être le début de la mise en évidence d'un polyhandicap, d'une paralysie cérébrale, mais aussi d'un trouble du développement intellectuel et donc aussi être associé dans une certaine mesure ultérieurement à un trouble du spectre de l'autisme. Donc simplement, cette planche, c'est simplement pour vous rappeler, encore une fois, qu'il y a un chevauchement dans la sémiologie et dans les différentes catégories de troubles du neurodéveloppement, et tout ça pour insister sur le fait que l'hypotonie précoce, elle peut être la traduction de différents troubles du neurodéveloppement sévère, plutôt un trouble du développement moteur type paralysie cérébrale, plutôt un trouble du développement psychomoteur global type maladie génétique euh, avec trisomie 21 par exemple, ou trouble du spectre autistique sévère associé à un trouble du développement intellectuel. Simplement, cette diapositive, elle est simplement là pour vous rappeler que, grâce à nos protocoles de recherche, on arrive à bien montrer qu'il y a donc des interactions entre le développement de toutes les compétences. Et ici, c'est une étude qui vous montre qu'il y a un lien entre l'émergence d'un trouble du spectre autistique et, par exemple, le développement du mouvement de préhension de la main que l'on observe chez le nourrisson. Avec normalement un nourrisson qui, à 4 mois, va initier l'extension de la main pour prendre un objet et donc l'attraper franchement à partir de 6 mois. Et donc, il y a un trouble du développement du mouvement de préhension de la main chez des enfants qui ultérieurement seront éventuellement avec un trouble du spectre autistique. Là, la même chose, dans cette étude sur une cohorte de grands prématurés faite en 1997, on a montré qu'à l'âge de 5 ans, il y avait une association entre le fait d'avoir un dysfonctionnement mineur simple ou complexe à 5 ans et la fréquence du retard intellectuel, les troubles de l'adaptation des apprentissages scolaires ou les troubles de la socialisation et des comportements hyperactifs. Donc, il y a d'autant plus de troubles que vous avez une dysfonction motrice mineure complexe. Donc, montrant bien les interactions entre tous les aspects du développement. Donc voilà, simplement
pour terminer, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'importance, enfin, en globalisant l'importance de l'analyse de la trajectoire développementale de ces nourrissons, et donc sur la connaissance du fait que quand vous allez avoir un écart dans la trajectoire développementale, eh bien, donc il faut donc à tout prix donc adresser le plus tôt possible ces enfants au niveau des plateformes ou de structures spécialisées type CAMS pour qu'ils soient évalués sur le plan de leur fonctionnement pour pouvoir entreprendre des interventions précoces qui permettront, surtout si vous intervenez à la période de plasticité cérébrale maximum des 1000 premiers jours, de redresser cette trajectoire développementale par des interventions appropriées. Et donc, il y a une urgence relative de prise en soin, enfin donc de repérage, de diagnostic et donc de prise en soin pour ces enfants. Alors, vous savez que donc les politiques publiques et donc à travers en particulier donc la mobilisation de l'ANECAMS, on essaye donc d'avancer sur la mise en place d'un parcours gradué de l'enfant avec un TND auquel les médecins de première ligne participent évidemment à travers le repérage avec l'aide de la stratégie et la mise en place de ce livret et donc évidemment l'aide en particulier des CAMS puisque les CAMS sont dans la petite enfance les équipes les mieux structurées et les mieux en compétences pour accompagner les enfants avec des troubles du neurodéveloppement sévères et préparer l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Marais. Merci pour cette présentation. Il nous reste 10 petites minutes pour prendre les questions. Alors, on a une question dans la petite boîte questions-réponses en bas de l'écran d'un participant qui vous demande, oui, des enfants aveugles ou sourds, est-ce qu'ils ont un retard postural ou autrement dit, est-ce que la cécité ou la surdité ont un impact sur le développement postural? Oui, tout à fait. C'est une excellente question et c'est quelque chose effectivement qui mérite aussi d'être développé dans la connaissance. On sait maintenant que quand on regarde dans leur globalité ces enfants avec des surdités ou avec des cécités, eh bien, ils ont d'autres troubles du développement associés. En particulier, il y a beaucoup de troubles du spectre autistique qui apparaissent chez ces enfants-là. Bon, donc ça, c'est quelque chose Ok. d'important. J'aurais une question. Encore une fois, il faut évaluer ces enfants dans toutes leurs dimensions. J'avais une question peut-être un peu naïve. On voit bien, donc, 2 mois, cette question de la posture et de la tête, on la repère à 2 mois, 4 mois, 6 mois, et qu'on a des indicateurs là que vous avez présentés avec vraiment un signe d'alerte fort à 6 mois, fort à 6 mois. Qu'est-ce qu'il en est des enfants qui naissent prématurés? Est-ce que on a les mêmes repères, 2 mois, 4 mois, 6 mois? Comment ça se passe dans ce cas-là? Comment on observe ces éléments-là? Oui. Alors, c'est une bonne question, hein. Donc, c'est vrai que, bon, de toute façon, si, pour répondre de façon globale, donc, il faut quand même rester sur la prise en compte de l'âge corrigé jusqu'à 2 ans, même si cette notion doit être, à mon avis, relativisée parce que ça a été, à mon sens, donc, le prétexte pour faire des retards dans un certain nombre de troubles du neurodéveloppement. Et puis, on a demandé à un certain nombre de parents de patienter en disant, mais non, ça va venir et tout ça. Donc, ça, c'est une notion qui est à relativiser, mais il faut retenir en général qu'effectivement, précocement, il faut retenir il faut raisonner plutôt en âge corrigé, mais vraiment pas au-delà de 2 ans, hein. Voilà. Merci. Et je donne la parole à Michel Arsenault qui est à côté de moi et qui surveille la boîte des questions-réponses. On a une deuxième question. Quelqu'un qui dit: Je n'ai pas bien compris le lien entre le ballon du muscle et sa force. Pourriez-vous le réexpliquer? Alors, le ballon, c'est simplement, vous analysez, par exemple, en prenant l'avant-bras de l'enfant dans votre main, eh bien, vous essayez de faire bouger sa main, donc il va donc partir en extension et puis
en flexion. Et donc, normalement, on sent une petite résistance, hein, puisqu'il y a un tonus de repos. Hein, et donc, quand ce tonus de repos est absent, quand la contraction est absente, vous avez vraiment un ballon complet donc, de la main. C'est un signe clinique. Hein. Merci bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, bon, on pourrait peut-être Geneviève Laurent, président de la CAMS. te poser la question, Stéphane, parce que nos auditeurs sont peut-être en disant, bon, mais qu'est-ce que je constate qu'un enfant va mal, je suis médecin généraliste, qu'est-ce que je fais? Voir un neuropédiatre, ça peut être à l'hôpital, ça peut être en ville, mais pas dans toutes les régions. Ça peut être en CAMS, mais il y a des listes d'attente. Donc, est-ce qu'on pourrait un petit peu dire ce que l'ANECAM s'essaye de mettre en place, c'est-à-dire que ces enfants, dans les CAMS, ils seraient prioritaires. Hein. Quand il y a un neuropédiatre dans les CAMS ou un médecin formé, hein, pas forcément, ces enfants sont prioritaires et de nombreux CAMS évitent la liste d'attente à ces enfants. On en parlait encore tout à l'heure avec Sandrine Lanco, notre vice-présidente, de comment on allait pouvoir accéder rapidement puisqu'on voit dans le rapport qui est paru aujourd'hui qu'il y a quand même une augmentation des listes d'attente chez nous. Oui. Donc, une réaction par rapport à ça, Stéphane Marais? Oui. Ah oui, donc moi je suis d'accord, hein, effectivement. Hein, donc l'idée du livret et de la stratégie, c'est quand même de pouvoir adresser le maximum d'enfants, de les repérer le plus tôt possible et de les adresser. Alors c'est vrai que un certain nombre de médecins de première ligne ne sont pas formés aux troubles du neurodéveloppement, mais l'idée c'est quand même de les former de plus en plus. Hein. Il y a les médecins de PMI, hein, il y a un certain nombre de pédiatres en libéral, un certain nombre de médecins de PMI qui sont formés au repérage précoce. Et donc, ces enfants, il faut les adresser sur les plateformes ou sur les réseaux que vous auriez identifiés. C'est vrai qu'avant 30 mois, nous, on essaye vraiment de faire le forcing pour que ces enfants soient admis dans des CAMS, mais les délais, comme tu l'as souligné, sont importants. Donc, de toute façon, il faut que tout le monde s'y mette. Hein, et c'est pour ça qu'il n'est pas question d'exclure qui que ce soit de ce parcours gradué et que, à mon avis, il faut que les médecins généralistes aussi soient parfaitement conscients de ces problèmes et ils le sont, à mon avis, de plus en plus. Moi, je note quand même que dans ma région, les CPTS se forment, euh, ont des projets hein, donc sur les troubles du neurodéveloppement et c'est vraiment sans doute une bonne chose. Et donc tout ça doit se faire en lien avec les structures médico-sociales et puis les structures sanitaires. On va prendre une toute dernière question parce qu'il nous reste 3 minutes. Il y a quand même deux questions. Je vais quand même vous poser les deux questions. La première qui demande, quelqu'un demande si on a un début d'explication de l'augmentation du nombre de TSA, pas spécifié si c'est le repérage de TSA potentiels ou des diagnostics catégoriels posés, mais début d'explication sur l'augmentation du nombre. Est-ce qu'on a ou est-ce Oui, qu'on n'a alors pas? c'est une question qui est pas facile, à laquelle il n'est pas facile de répondre parce que les niveaux de preuve sont pas complètement évidents. Néanmoins, donc la place de l'environnement est très importante. Hein, donc ça, c'est sûr que les facteurs climatiques, les facteurs environnementaux, biochimiques, chimiques ont certainement une place médicamenteux, ont certainement une place importante, peut-être infectieux aussi. Hein, on ne sait pas bien si le Covid en particulier, qui a généré quand même beaucoup d'infections chez un certain nombre de femmes enceintes pendant plusieurs mois et plusieurs années et quelques années, est à l'origine de plus de troubles du neurodéveloppement chez les enfants. Il semble pour l'instant que non. Hein, mais j'en suis pas certain parce que c'était quand même des situations extrêmement inflammatoires et on sait très bien que toutes les causes inflammatoires qui surviennent pendant la grossesse ou en période néonatale ou chez le petit nourrisson sont des facteurs de risque particuliers d'avoir donc par exemple un trouble du spectre autistique. 14h59, une toute dernière question. Mais quand même, quelqu'un demande s'il est possible de prescrire de la kiné neuromotrice, évidemment, en attendant d'avoir une place, si ça peut faire gagner un peu de temps, en attendant d'avoir une place en CAPS ou un avis neuropédiatrique. Bien sûr.
Encore une fois, les interventions Voilà. précoces peuvent être mises en place avant le diagnostic simple. Du jour où vous avez objectivé un écart dans le développement d'une fonction, bon, en l'occurrence la fonction motrice, il faut mettre en place des stimulations appropriées. Alors, ça veut dire effectivement faire une prise en charge à 100% pour l'enfant et effectivement prescrire de la kinésithérapie neuromotrice par un kinésithérapeute qui a l'habitude de prendre en charge des nourrissons. Et donc, oui, bien sûr, hein, bien sûr, au contraire.